La retraite émouvante de l'Undertaker. Le retour surprise des frères Hardy. La demande en mariage touchante de John Cena à Nikki Bella. Un Brock Lesnar contre Goldberg intense et chaotique. Des storylines passionnantes que je suivais depuis des mois et qui allaient se terminer au Gwen the Stage of Them All. Un stage magnifique, des pyros à gogo, des belles entrées. Tout ça, c'était dans un seul WrestleMania les amis, et pas n'importe lequel. WrestleMania 33, le 2 avril 2017. Pour moi, c'est une édition du Showcase des Immortels dont on parle pas assez. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ce jour-là, et j'ai pas peur de le dire, la WWE nous a offert un chef-d'œuvre. Dans cette vidéo, on va se replonger dans ce show et regarder ensemble tous les éléments qui le rendent vraiment génial. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Vous êtes bien sur Johnny Catch, pourquoi WrestleMania 33 était magique? C'est parti! WrestleMania 33 a une place spéciale dans mon cœur. C'est un show dont on parle pas assez à mon goût. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est génial! Je trouve qu'il a vraiment tous les ingrédients d'un bon WrestleMania. Et mine de rien, c'est très rare dans l'histoire des shows qui ont été aussi complets. Déjà, pour commencer, quelque chose qui est exceptionnel selon moi dans ce show, c'est qu'il vient terminer toute une période vraiment super à la WWE. Pour ça, on doit se rappeler qu'à l'été 2016, la compagnie avait décidé de lancer toute une nouvelle dynamique. Et j'avoue qu'on nous a souvent vendu des pseudo-nouvelles ères depuis des années. Mais cet été-là, c'est peut-être la fois où je l'ai le plus ressenti, personnellement. Ils avaient fait revenir le brand split, avec donc un roster spécifique à Monday Night Raw et un autre spécifique à SmackDown. D'un coup, alors que c'était pas vraiment le cas depuis un bon moment, il y avait à nouveau un sentiment de compétition entre les deux shows, avec aussi des general managers, en l'occurrence Stephanie McMahon et Mick Foley pour Raw, et Shane McMahon et Daniel Bryan pour SmackDown, ce que je trouve toujours génial. Il y avait aussi eu la création du titre universel. Bon, c'est vrai que je le trouvais moche personnellement, mais en soi, ça permettait d'avoir un champion majeur par show. On a eu droit à des nouveaux logos, des nouveaux stages, des nouveaux team songs. D'ailleurs, gros coup de cœur pour celui de Raw, le morceau Enemies par Shinedown. Ça a été un vrai nouveau départ qui avait complètement relancé mon intérêt par exemple. Et pour revenir à WrestleMania 33, ce que je trouve vraiment génial, et dites-moi si vous aussi ça vous avait marqué, c'est que ce show était vraiment en quelque sorte le bouquet final de toute cette dynamique de plusieurs mois. Si vous regardez bien, à WrestleMania, il y a eu plusieurs matchs dont les bases avaient été posées des mois avant. Et entre nous, qu'est-ce que c'est génial quand on a du storytelling sur du long terme. Par exemple, Brock Lesnar et Goldberg avaient eu un premier affrontement à Survivor Series en 2016, où la victoire de Goldberg en un peu plus d'une minute m'avait vraiment choqué personnellement. À l'automne, Triple H avait trahi son poulain Seth Rollins pour plutôt offrir le titre universel à Kevin Owens, qui lui, depuis SummerSlam 2016, avait cette amitié avec Chris Jericho, qui allait donner des segments géniaux. Rien que tous ces moments à mourir de rire où Jericho mettait des gens sur sa liste quand il était excédé contre eux, ou l'exceptionnel Festival of Friendship. Est-ce que vous aussi, vous aviez aimé toute cette période depuis l'été 2016 ? Franchement, on avait été gâtés. Et au final, ça allait déboucher sur une carte de WrestleMania qui vendait du rêve. On avait, tenez-vous bien, Roman Reigns contre l'Undertaker. Et là, vous allez me dire, Johnny, Roman était le big dog à l'époque. C'était loin d'être super, surtout par rapport au Tribal Chief. Et Taker, il était rouillé. À ça, je réponds, tout naturellement, tout logiquement, votre raisonnement se tient. Mais quand même, c'est une grosse affiche sur le papier. C'est un clash entre le taulier de l'ancienne génération et celui de la nouvelle. Comme un passage de témoin, j'ai envie de dire. On avait donc aussi, comme vous l'avez deviné, Brock Lesnar contre Goldberg pour le titre universel. Et n'oublions pas qu'à cette époque, c'était la première fois depuis très longtemps que Brock s'était fait tataner à ce point-là. Et que d'une certaine manière, Goldberg était sa kryptonite. Donc c'était intéressant. D'ailleurs, je vous recommande vivement la promo d'avant-match qui est exceptionnelle, avec tout un récit en voix off du seul et unique Paul Heyman. On avait Triple H contre Seth Rollins, avec encore une fois une super storyline où Triple H était déçu de son poulain, qui était sa plus belle création, mais qui s'était blessé fin 2015. On avait entre autres
Owens contre Jericho, les anciens meilleurs amis. Randy Orton contre Bray Wyatt pour le titre WWE, avec aussi une histoire sur plusieurs mois où la vipère était devenue le serviteur de Wyatt, mais avait fini par le trahir et même brûler la maison de la Wyatt Family dans un segment iconique. On avait même une bataille de couple entre d'un côté John Cena et Nikki Bella, de l'autre The Miz et Maryse, qui était bien plus profonde qu'on aurait pu l'imaginer, avec Miz et Maryse qui leur reprochaient d'être un couple artificiel, où tout était une question d'image et de business. Ils se moquaient de Cena qui avait toute une liste de règles à respecter dans sa maison. C'était hyper original, je trouve. Entre nous, qui peut s'asseoir à ma table et me dire que cette carte ne suscite pas son intérêt? Quand je vois cette carte, j'ai envie de vous dire, quelle star power, bon sang! Quelle carte de fou furieux quand même! Vous vous rendez compte comme c'est rare d'avoir autant d'affiches excitantes dans un même show? C'est important de prendre suffisamment conscience des efforts de la WWE pour nous pondre une carte pareille. C'était des mois de construction, il y avait des vraies histoires, du charisme à gogo. De vous à moi, que demander de plus? Les matchs, justement, on va en parler. Parce que ça peut aussi arriver d'avoir une belle carte, mais qu'au bout du compte, ça devienne un pétard mouillé. Ça fait partie du champ des possibles, je vais pas dire le contraire. Alors la question, c'est est-ce que ça avait livré la marchandise? Pour moi, la réponse est oui. Le Brock Goldberg était court, mais intense. C'était certes une bataille de finishers, mais c'était chaotique. On ressentait une folie et il y avait une grosse ambiance. Et puis, comment ne pas être fan du leapfrog de Lesnar, par exemple? Le début était fou, je trouve, avec ce moment où Brock croit avoir mis Goldberg hors d'état de nuire. Mais alors qu'il est en train de faire le malin, il se prend un bon gros takedown. Alors c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, mais vous avez pas trouvé que c'était un bon clash des titans à l'ancienne? À la limite, on peut dire que ce match avait pas besoin de ceinture, et que ça avait pénalisé celui entre Jericho et Owens, qui lui en aurait eu besoin. En sachant qu'un mois avant WrestleMania, ce bon vieux Goldberg avait pris le titre à Owens. Ça c'est vrai, mais bon, le public était heureux de voir Lesnar gagner, et ça reste quand même une grande superstar méga crédible. Sinon, vraiment en termes de bons matchs divertissants, j'avais aimé celui entre Triple H et Rollins, qui était progressif et une vraie bataille psychologique. Coup de cœur aussi pour l'opener du show entre AJ Styles et Shane McMahon, qui était bien, avec des sacrés spots du fils du patron, notamment un incroyable shooting star press et un elbow drop sur la table des commentateurs. Ils ont même fait des séquences qui ressemblaient à de la lutte olympique. On notera aussi que dans ce match, Shane avait même fait un Angle Slam, ce qui était un beau clin d'œil à Kurt Angle, contre qui il avait eu un street fight légendaire à King of the Ring en 2001, et qui entrait justement dans le Hall of Fame en 2017. Et puis, on y reviendra plus tard, mais au-delà des matchs en eux-mêmes, on a déjà eu tellement d'émotions dans ce show qu'on n'avait pas besoin de match 5 étoiles. Un autre élément que j'ai adoré dans ce show, c'est tout ce qui concerne sa production. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de fondamental pour apprécier un show? Moi en tout cas, quand on a une présentation générale soignée avec une vraie identité unique, je suis le plus heureux. Et on peut dire qu'avec ce WrestleMania 33, j'ai été servi. Déjà, dans les graphismes tout comme sur le stage, on retrouvait ce thème des montagnes russes, que je trouvais super, et qui allait avec le slogan du show. The Ultimate Thrill Ride, comme une sorte de manège à sensations fortes. Et c'est vrai que quand tu prends un peu de recul, c'est exactement ce que ce show a été. J'étais fanatique de l'intro, où tu voyais des fans sur un chariot avancer dans des montagnes russes et croiser toutes les superstars. Qu'est-ce que c'était bien fait! Le stage, entre les montagnes russes, mais aussi l'énorme globe terrestre au centre, était épique. Et puis, quelque chose qui le rendait encore plus grandiloquent, c'était qu'on soit dans un grand stade et à ciel ouvert. La même arène que WrestleMania 24 pour l'anecdote. Et puisqu'on parle de production, faut aussi avoir la valeur de la beauté de cette grande rampe qui était impressionnante, avec des spots lumineux tout le long, et des côtés sur lesquels ils n'avaient pas simplement collé des morceaux de papier, comme à WrestleMania 39. Et puis, bien évidemment, la zone du ring était impressionnante, avec cette sorte de ring géant au-dessus des piliers. Et qu'est-ce que j'aime aussi, le logo, qui a ce côté solaire, les couleurs dominantes bleu et orange. Vraiment, quand on voit tout ça, honnêtement, vous êtes d'accord qu'il y avait eu des gros efforts de présentation. Autre chose d'exceptionnel aussi,
Et j'ai pas peur de dire que c'est peut-être le show dans l'histoire de la WWE dans lequel c'était le plus frappant. C'est la quantité et la qualité des pyros tout au long de la soirée. Ce jour-là, je sais pas quelle mouche avait piqué les officiels, mais ils avaient décidé de nous offrir plein de feux d'artifice superbes. Je pense par exemple à celui qui était incroyable pendant l'entrée de Charlotte Flair. Franchement, en voyant ça, vous vous dites pas que ça, c'est WrestleMania? Rien de mieux que des beaux pyros pour me vendre du rêve personnellement et me donner la sensation d'être face à un grand spectacle. On parle quand même du Super Bowl du catch, de la finale de la Coupe du Monde en quelque sorte, de la WWE. En termes d'efforts de production et de soins, on doit aussi parler des belles entrées qu'on a eues dans ce show. Que ce soit celle de Triple H en moto avec toute une escorte policière, c'est plus prudent. Ou celle de Seth Rollins avec une grande torche et cet effet sur la rampe qui donnait l'impression que du feu allait vers le ring. Même si c'était un peu perturbant, je dois aussi dire que les effets visuels, aussi bien dans les entrées que dans le match entre Randy Orton et Bray Wyatt, c'était malgré tout original. Ça, on pourra pas leur enlever. Et puis, quand bien même c'était pas une mise en scène spéciale pour les entrées, il y avait quand même ce stage, des pyros, on avait cette sensation d'être à WrestleMania. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est méga important d'avoir des belles entrées au Gwent the Stage of the Mall, non? À propos d'identité et d'ambiance générale, j'ai aussi adoré tout ce qui était musical dans ce show. Déjà, on a eu droit à un concert de Pitbull, et qu'est-ce que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas systématiquement un petit concert à chaque WrestleMania. Ça nous donnait une petite pause dans le show pour s'aérer l'esprit. En plus là, c'était des morceaux pop et légers. Coup de cœur pour un des team songs du show d'ailleurs, Greenlight. Il y avait une insouciance incroyable dans ces musiques. Et entre nous, comment ne pas aimer les petites danses de Pitbull? C'était léger. Et puis aussi, le morceau plus rock, Like a Champion de Danger Twins, allait comme un gant au show. Un autre élément qui peut paraître secondaire, mais mine de rien, vu qu'ils sont assez présents dans le show, ça joue quand même. Je parle bien sûr des hôtes, le New Day, qui étaient d'une certaine manière les animateurs de la soirée. Ils apportaient ce côté léger et fun. Et pour moi, ils étaient parfaits pour ce rôle. Je pourrais aussi mentionner l'instant Hall of Fame du show, avec le seul et unique Teddy Long, que c'est toujours un plaisir de revoir. Et Monsieur Kurt Angle. C'était certes furtif dans le show, mais une nouvelle fois, ça faisait un peu souffler entre les matchs. Et c'est toujours bienvenu pour digérer ce qu'on a vu, et derrière, apprécier davantage ce qui s'en vient. Alors à ce moment-là, je vous dis, avec tout ce dont on a parlé, on tient déjà un show de qualité supérieure. Et ça aurait pu suffire. Mais figurez-vous que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On n'a pas seulement eu des bonnes storylines, des bons matchs, un beau stage, une bonne production, des beaux pyros et des bonnes musiques. Mais on a aussi eu plusieurs moments hyper marquants et émouvants, qui pour moi rendent ce WrestleMania magique. Déjà, alors qu'on allait avoir un match par équipe qui m'intéressait pas trop, on a eu un retour exceptionnel. Celui de Jeff et Matt Hardy, la légendaire équipe des Hardy Boys. Vous vous rendez compte que Jeff par exemple, on l'avait plus revu à la WWE depuis 2009 à ce moment-là? C'était un des catcheurs les plus populaires à l'époque, un des chouchous de la génération Catch Attack. Et ça y est, il était de retour. La réaction du public était monumentale. Et qu'est-ce que c'était incroyable comme moment. C'était vraiment une belle surprise. Et c'était émouvant de les retrouver après toutes ces années. Surtout qu'ils ont gagné la ceinture tag team, après notamment un Swanton Bomb exceptionnel de Jeff du haut de l'échelle. Rien que ça, c'était un pur WrestleMania moment qui suffisait à mon bonheur. Mais c'est pas tout les amis. Ensuite, on n'a pas eu un seul moment magique, mais deux autres moments magiques. D'abord, à la fin de la bataille des couples que j'avais bien aimé, entre Cena, Nikki, Miz et Maryse, on a eu une scène marquante et émouvante. La demande en mariage de Cena dans le ring à Nikki. C'était beau, et qu'est-ce que c'était touchant de voir John Cena, quand même un personnage que nous, les fans de catch, on a vu évoluer depuis des années, vivre cette scène de la vraie vie devant nos yeux. Son discours était beau, et c'était un vrai moment d'émotion. Alors c'est vrai que vous pourriez me dire que ça a très mal vieilli, vu qu'ils se sont jamais mariés, et que un an plus tard, ils étaient plus ensemble. Et je serais d'accord. Mais en tout cas, à l'époque, ce 2 avril 2017, c'était superbe. En plus, dans l'émission de télé-réalité Total Bella, John Cena avait dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas se marier. Donc ça rendait ce moment
encore plus inattendue et spéciale. Est-ce que cette scène vous avait ému vous aussi? En tout cas, le moment le plus inoubliable de ce show, c'est bien sûr sa fin. On avait déjà vécu plein d'émotions depuis plusieurs heures, et pour couronner le tout, on a eu ce qui à l'époque était la retraite d'une des plus grandes légendes de l'histoire de la WWE, l'Undertaker. Alors le match contre Roman Reigns que le Deadman a perdu était pas folichon, ça c'est sûr. Mais quand le Phenom a enlevé son manteau, ses gants et son chapeau, et qu'il a quitté le ring de manière solennelle en redescendant ensuite sous terre, ce qui symboliquement était parfait, j'ai versé ma petite larme personnellement. Est-ce que vous aussi, quand vous avez cru assister aux adieux inattendus de l'Undertaker, vous avez été ému? La scène était poétique, subtile, pas du tout lourde et pompeuse. En plus, comme il y avait eu ce passage de témoin juste avant avec Roman Reigns, ça faisait sens. Je trouve que c'était magique. On terminait un show déjà riche en émotions par un final bouleversant et mémorable. Qu'est-ce que c'était bien écrit! Et j'ai envie d'oublier, et je vous invite à faire pareil, le fait qu'il soit sorti de sa retraite un an plus tard, et que tout ce moment en 2017 soit devenu insignifiant, et de replacer les choses dans leur contexte. Parce que sur le moment, on a bel et bien vécu ce qui semblait être la retraite d'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Ces moments marquants et émouvants étaient les cerises sur le gâteau d'un show magique et inoubliable. L'apothéose d'une période géniale à la WWE depuis 2016. Un spectacle à la fois épique et insouciant, duquel on ressort à la fois heureux et bouleversé. Et il n'y a pas beaucoup de WrestleMania dans l'histoire qui peuvent se vanter de ça, à part celui-ci. Il n'y a pas un seul aspect sur lequel ce show n'a pas été génial selon moi. À mes yeux, c'était le chef-d'œuvre ultime. Clairement, on peut dire que c'était caviar. Et j'oublierai jamais cette édition de 2017 du Grand Stage of the Ball. Vous savez maintenant pourquoi WrestleMania 33 était magique selon moi. Dites-moi si ce show ne vous a pas autant plu ou si comme moi, vous l'avez adoré. Quels autres WrestleMania vous ont déjà procuré autant d'émotions? Bien évidemment, tout ça est juste mon avis. Et toute l'idée de cette rubrique, c'est d'en débattre ensemble, en respectant les points de vue de chacun. On a tous la même passion. On est frères et sœurs de catch, j'ai envie de dire. Et ce serait un plaisir de discuter ensemble de tout ça. Rejoignez la grande famille Johnny Catch en vous abonnant, partagez la chaîne à tous vos amis fans de catch et détruisez-moi cette barre de like avec un bon gros spear. Boum! Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.